Je vais vous faire reprendre l'avion ou tout autre moyen de transport moins polluant mais un petit peu plus lent. Et je vais vous emmener de l'autre côté de l'océan, à New York, à la découverte du top 30 des magasins que l'on estime les plus inspirants, innovants, étonnants et qu'on a repérés lors de notre visite au mois de janvier pendant la NRF. Alors, quelques chiffres sur la NRF 2024, plutôt une bonne édition en termes d'exposants comme en termes de participants. Vous voyez, on est quasiment de retour aux chiffres d'avant Covid, voire même plus en termes de volume d'exposants. Un événement qui reste aussi très international. À noter quand même cette année un show et des retailers plutôt discrets, un peu à la diète. On sent que l'impact de l'inflation se fait sentir. On a remarqué qu'il y avait quand même un volume de retailers français un peu moins important que d'autres années, que les innovations qui sont présentées sont essentiellement des innovations qui portent sur l'amélioration des process. Il n'y a pas de disruption majeure. Plusieurs magasins qui ont fermé, notamment des pop-up stores qui avaient ouvert, qui étaient vraiment dédiés au sujet du métaverse, des NFT. Bon, ben ça, ils ont un peu peiné à trouver leur marché et un an plus tard, ils n'existent plus. La quasi-disparition aussi de tout ce qui est écrans digitaux en magasin, pour des raisons sur lesquelles on aura l'occasion de revenir. Et je vous le disais, donc moins de concepts autour des NFT, du métaverse. On est de retour finalement à la réalité. Alors on a quand même détecté 6 grandes tendances qui se dégagent. La première, c'est l'hyper-esthétisation du magasin. Pourquoi se rendre dans un magasin finalement quand on peut aujourd'hui acheter de façon extrêmement facile en ligne? Eh bien une des premières raisons, c'est que c'est joli. On s'est notamment rendu dans plusieurs magasins très instagrammables. Je vous en livre une sélection. Le nouveau magasin Tiffany sur la 5e avenue, alors là on est quasi dans la galerie d'art, il y a d'ailleurs des œuvres qui sont exposées, c'est vraiment extrêmement esthétique et ça met parfaitement en valeur les produits de luxe de la marque également. Vous voyez l'ensemble du magasin et les advertising qu'ils ont fait pour la réouverture. Chez Glossier, qui est un magasin de cosmétiques, là, on a quelque chose d'extrêmement épuré, pareil, de très esthétique. Et il y a même, dans l'ensemble de leur magasin, et notamment dans le nouveau flagship à Soho, une vitre sur laquelle vous ne pouvez voir l'inscription que si vous vous prenez en photo dedans pour la partager sur les réseaux sociaux. Le Google Store, pareil. Google, ils ont une identité de marque qui est quand même assez colorée. Là, on voit que le magasin de Brooklyn qu'on est allé voir, vous voyez, tout est très carré, tout bien rangé. Il y a un design qui est extrêmement cadré. Chaque information a son importance. Donc, on a un design qui est finalement assez minimaliste, mais aussi assez esthétique. Chez Rivian, qui est un concessionnaire automobile, pareil, on est dans des codes assez chaleureux qui sortent un peu des codes habituels du monde de l'automobile. Il y a même un espace de jeu pour les enfants pour qu'ils puissent s'amuser pendant que leurs parents achètent des voitures. Et tout évoque un peu l'aventure des grands extérieurs, etc. Et puis, le plus étonnant, notre dernier, c'est le magasin Contact Sport qui affiche une esthétique très autour de l'esprit club, etc. C'est un sex shop, donc c'est très étonnant. Deuxième tendance, tout ce qui est autour de la quiet tech et quiet luxury. Alors le quiet luxury en mode, vous en avez certainement entendu parler, vous êtes nombreux ici à représenter ce secteur, mais c'est vraiment quelque chose qu'on peut observer sur pas mal de marques, y compris des marques qui ne sont pas du secteur du luxe. Néanmoins, je commence quand même par deux exemples. Donc cette année, on s'est rendu à Brooklyn. C'était vraiment très intéressant. On n'a pas toujours l'occasion d'y aller. Il y a souvent trop de choses à voir dans Manhattan en seulement quelques jours pour qu'on ait l'occasion de s'y rendre. Là, on est allé notamment à Williamsburg, qui est donc un peu le quartier bobo, chic, trendy de Brooklyn, avec l'ouverture qu'on a repérée de 2 magasins, un Chanel et un de chez Hermès. Et si on plonge un peu plus dans le magasin Hermès, vous voyez qu'en fait, on est assez loin des codes habituels de la marque. On a quelque chose qui est un peu plus épuré, un peu plus discret. Bon, on reste dans le secteur du luxe, les prix, eux, n'ont pas bougé. Ce côté très monochrome, très discret, on le retrouve dans tout un tas de points de vente, que ce soit pour de l'ameublement chez Brooklinen ou dans des cafés chez Avocado. Il y a vraiment toute cette palette de beige. Alors c'est très joli, c'est pas hyper fun, mais c'est vrai que c'est une tendance qui se dégage de l'ensemble des magasins, y compris chez Nike, dans un magasin qui, vous le voyez, il y a encore 3 ans, avait des codes qui étaient extrêmement colorés, extrêmement forts, très, très vifs, très joyeux. On est passé sur une palette, vous voyez, sur la droite de l'écran, qui n'a plus rien à voir, et qui se positionne d'ailleurs sur d'autres sujets, et on aura l'occasion d'y revenir. Idem chez Tesla, où là vraiment, alors pour le coup, à l'inverse de Rivian, qui a des codes très chaleureux, etc., on est sur quelque chose de très épuré aussi, avec une place qui est faite essentiellement à la technologie et un robot. Ça aussi, à partir robot, on aura l'occasion d'y revenir.
Troisième tendance, tout ce qui est Smart In-Store Experience, donc lié au digital. Alors je vous le disais, le côté tout digital, la présence de nombreux écrans, c'est quelque chose qui a quand même assez largement décliné cette année pour plusieurs raisons. Bon, la première, c'est que ça fait beaucoup de maintenance. Il y en a régulièrement dès qu'ils ne marchent pas, qu'il faut réparer, etc. Donc ça nuit à l'expérience client. Il y a un côté, une préoccupation hygiénique depuis le Covid qui est arrivé aussi, qui a expliqué que voilà, il y a un petit peu moins d'écran. Néanmoins, toute la partie smart et digital a été revisitée d'autres manières. Avec par exemple tout ce qui est autour de la réalité augmentée. La startup Zeroten qui exposait par ailleurs à la NRF fait ça très bien et il propose, vous voyez par exemple avec Coach, des animations qui en réalité augmentée qui sont à l'extérieur en fait du magasin. Donc vous n'avez même pas besoin d'y rentrer pour pouvoir vivre cette expérience et du coup c'est un outil d'attractivité et ils font aussi de l'essayage en réalité augmentée. C'est ce que vous voyez sur la slide d'avant avec Tommy Hilfiger. C'est un peu gadget, mais c'est quand même quelque chose d'assez sympathique et il le développe pour pas mal de marques, plutôt de façon pop-up, donc comme une expérience à vivre de façon temporaire. La partie retail autonome se développe aussi beaucoup, avec une forte demande quand même sur l'ensemble de cette tendance. Alors, c'est pas nouveau, hein, vous voyez, le premier restaurant où on pouvait se servir de façon autonome a ouvert en 1902 à Philadelphie, donc c'est pas forcément révolutionnaire. Ce qui l'est beaucoup plus, c'est évidemment le fait d'avoir des écrans où vous pouvez entièrement passer commande, récupérer votre commande de façon complètement autonome et sans serveur. C'est notamment ce qui est proposé chez Brooklyn Dumplings à Manhattan. Walmart. Alors Walmart, c'est un cas intéressant de la même manière qu'on parlait tout à l'heure de Carrefour qui s'impose comme une digital retail company. Walmart, c'est pareil. Ils avaient deux gros stands à la fois au CES et à la NRF avec beaucoup de solutions à la fois côté client pour améliorer l'autonomie avec le scan autonome ou la recherche via l'IA générative notamment. L'amélioration des process, notamment la livraison aux États-Unis. Walmart, ils en sont quand même à 200 000 livraisons par drone. Donc nous, ça peut nous paraître un petit peu éloigné en Europe. Mais c'est une vraie réalité déjà aux États-Unis. Et puis Walmart, ils ont également déployé pas mal de solutions pour améliorer l'efficacité des employés et donc le service aux clients. Toute la partie paiement, c'est aussi quelque chose. Alors le paiement, on le sait, hein, c'est un pain point quand même assez majeur dans l'expérience. Donc l'idée des retailers, on voit bien que c'est de faciliter au maximum la partie paiement. Chez Apple, on peut payer en un tap pour la partie accessoires, donc les items qui sont finalement au prix le plus bas de manière extrêmement facile. Et puis on est allé au Starbucks, la collaboration Starbucks et Amazon Go qui se situe dans le bâtiment du New York Times à côté de Times Square. Donc là, c'est intéressant. En fait, on peut commander via l'appli Starbucks son café ou sa boisson et puis sortir virtuellement sans payer avec la technologie Just Walk Out d'Amazon. Donc, on voit vraiment cette fluidité dans le service. À nuancer toutefois, puisqu'Amazon, ils ont quand même annoncé qu'ils allaient fermer 8 de leurs magasins Amazon Go. Donc on voit qu'ils ont beau rester les géants du e-commerce, ils ont un peu du mal à trouver leur marché sur cette partie-là. Et puis une autre grosse tendance que l'on a repérée cette année, c'est la tendance à ce qu'on appelle le sécurité, donc toute la dimension sécurité. Il y a une recrudescence assez forte des vols à New York, et donc ça explique une tendance un peu particulière. Alors vous voyez des caddies qui s'arrêtent tout seuls si le client va trop loin avec chez Trader Joe. On a aussi vu des antivols placés sur des paquets de fromage, des mascaras L'Oréal sous vitrine où il faut appeler un employé pour pouvoir avoir accès à un mascara qui doit coûter entre 5 et 10 $. Amazon Go met aussi ça en place sur la partie boissons alcoolisées. Bon, ça, c'est des choses qu'on voit aussi en France. Mais bref, tout est fait pour vraiment augmenter cette partie sécurité. Donc, c'est un peu paradoxal avec la notion d'autonomie, mais c'est vraiment très présent. Et on a vu d'ailleurs à la NRF des exposants, vous voyez, qui retravaillent en fait une solution qui était initialement plutôt destinée à analyser les flux dans le magasin en une solution qui est finalement très orientée sécurité. Et puis il y a des technologies comme Everseen ou Vision qui repèrent la partie vol. Bon, la problématique que ça laisse, c'est que c'est quand même toujours les vrais vendeurs qui doivent aller confronter les personnes qui tentent de commettre un vol. Donc ça, il y a un peu d'adaptation aussi.
Et puis, bien sûr, la partie ajoutée de la restauration, de la food experience, c'est important aussi. On a rencontré un assez grand nombre de robots à New York. Alors, ils ont tous un petit nom. Il y en a qui s'appelle Edem, l'autre s'appelle Jarvis. Ils vous préparent votre café. C'est assez souvent des expériences de service qui sont simples. C'est un peu gadget, mais c'est vrai que ça permet d'ajouter de l'expérience dans le magasin. Et puis, c'est une tendance assez forte aussi, cette partie restauration dans le point de vente. On aura l'occasion d'y revenir. Quatrième tendance, pour ceux qui étaient là ce matin et qui ont écouté la keynote de Laura sur toute la partie économie circulaire, il y a vraiment une irruption très forte de ces codes-là dans les points de vente, avec l'émergence de ce qu'on pourrait appeler la sustainability as a service. Alors ça prend plusieurs dimensions. L'idée, c'est que cette présence plus forte dans le point de vente, elle permet aussi d'attirer l'attention des consommateurs et puis de générer de nouvelles pratiques. On voit par exemple le recyclage de produits vides proposé par Chanel, des corners Coachtopia au sein des magasins Coach avec des articles qui sont fabriqués dans des matières recyclées avec des petits panneaux explicatifs sur justement ces matières, le recyclage donc des produits vides aussi chez Sephora et puis toute la partie réparation, notamment chez Patagonia, bon, qu'ils proposent déjà depuis un certain temps, ou aussi chez Nudie Jeans qu'on est allé voir à Brooklyn. Là, l'ensemble des vendeurs sont formés à la réparation des articles. Donc si vous achetez un jean chez eux, il est réparable gratuitement à vie, quel que soit le type de réparation, par l'ensemble des vendeurs du magasin. Voilà, donc le commerce durable, la dimension éco-responsable, ça se décline en fait de plusieurs façons. Donc l'utilisation, le recours à la seconde main, on en a pas mal parlé cet après-midi. L'utilisation de matières dans les produits qui vont être éco-responsables. On retrouve une certaine éco-conception aussi au sein même des magasins. On se demande presque même ce qui est à vendre et ce qui ne l'est pas finalement, tellement c'est bien intégré et tellement il y a une attention qui est portée aussi sur l'exposition et pas seulement sur les produits. La partie refill, notamment chez The Body Shop, mais ils ne sont pas les seuls à le faire pour économiser un maximum de contenants. Et chez Precycle, qui est une épicerie bio, ils vont même encore plus loin, il n'y a pas d'emballage du tout. Donc il faut venir avec ses propres contenants. En fait, le seul endroit où il y a des emballages, c'est pour la partie cosmétique. Et même là, ils ont un petit panneau qui dit qu'il faut faire très attention et bien mesurer sa consommation et que l'idéal serait d'amener un contenant adapté soi-même. La seconde main, ce qui était particulièrement notable, c'est que c'est un domaine qui investissent beaucoup les marques de luxe. On est notamment allé chez What Goes Around Comes Around et chez The Real Real. Les deux sont à Soho. Et vous voyez qu'en fait, ces deux magasins, ils reprennent très fortement les codes du luxe. On dirait pas du tout qu'on a affaire à de la seconde main. Et pourtant, c'est bien le cas. C'est aussi une tendance qui est très portée par les influenceurs, par un certain nombre de stars sur les réseaux sociaux qui ont de plus en plus tendance à s'afficher avec des créations qui sont en fait des créations d'archives qui sont ressorties. Et puis la durabilité, c'est aussi produire un peu moins. La marque Descendant of Thieves propose notamment des collections limitées dans des matériaux durables évidemment pour justement éviter la surproduction. Une autre tendance qu'on pourrait noter, c'est celle de ne produire que sur commande. C'est quelque chose qu'on observe aussi chez de plus en plus de marques pour avoir du coup uniquement ce qui est commandé et consommé à produire. Et puis la durabilité, c'est aussi l'inclusion. Et là, c'est Nike qui fait ça vraiment très bien et depuis un certain temps déjà. Ils activent en fait leur communauté autour de programmes caritatifs qui permettent à la fois de faire bouger les gens et puis les lignes. Donc ça, on voit ça dans le magasin de Broadway. Et ils parlent aussi beaucoup d'inclusion. Les mannequins grande taille sont déjà présents depuis 2-3 ans dans le magasin. Et ils ont aussi, vous voyez, sorti par exemple un mannequin qui est assis en fauteuil roulant pour justement bien faire bouger les lignes en matière d'inclusion. Cinquième tendance, c'est celle du lifestyle. Donc je vous le disais finalement, pourquoi aller dans un magasin aujourd'hui? Alors ça peut être parce que c'est très joli et qu'on a envie d'aller dans un lieu sympa. Ça peut être parce que on va pouvoir y trouver des choses qu'on ne trouve pas forcément en ligne, notamment des expériences à vivre. Les moments de bien-être et de distraction sont légion dans beaucoup de magasins de New York et de Brooklyn, à l'instar de Sporty & Rich, qui est une salle de sport, mais où vous pouvez aussi acheter de la nourriture, faire votre shopping pour des vêtements, vivre une expérience côté
côté spa. Donc c'est vraiment assez 360, côté salle de sport est presque annexe. L'atelier beauté Chanel aussi, qui est un très bel exemple, qui est situé à Soho. Donc là, vous avez un petit locker à l'entrée pour déposer vos affaires et vous êtes accompagné par un conseiller beauté. L'idée est même pas tellement d'acheter, en fait, c'est vraiment de partir à la découverte lors d'un moment un peu hors du temps des produits Chanel. Et il y a notamment un corner autour de la parfumerie qui est hyper intéressant. Il n'y a pas d'étiquette, donc tout est vraiment laissé au côté olfactif. Et à l'expérience à vivre. Chez Lip Lab, on peut créer son propre rouge à lèvres. Donc pareil, l'idée c'est bien sûr de repartir avec un rouge à lèvres, mais avant tout et surtout de le créer soi-même, d'en choisir la couleur de façon extrêmement personnalisée, puisque la personnalisation c'est aussi une tendance très forte, sachant que la marque conserve les teintes pour qu'ensuite en tant que client vous puissiez recréer la même teinte facilement à votre prochaine visite. Au-delà du shopping, du coup, finalement, ce que je vous disais, c'est que l'objectif, c'est de s'amuser et puis de rester pour consommer et puis reconsommer, puisque c'est des magasins dans lesquels on va avoir envie de se rendre à nouveau. Chez Wilson, par exemple, il y a un terrain de basket, un terrain de tennis pour pouvoir tester le matériel et puis passer un beau moment en famille ou entre amis. On voit aussi se développer beaucoup de choses autour du chargingtainment. Donc, en fait, à mesure que se développent les voitures électriques, de fait, il y a des espaces où il faut attendre que sa voiture charge. Il y a aussi tout un tas d'activités d'entertainment qui se développent autour de ça, ce que font par exemple BMW et Porsche ou même Tesla. Et puis, on voit aussi des frontières qui se floutent entre les expériences cinématographiques et le retail. C'est par exemple ce que fait Netflix avec le Nike Fitness Club, encore Nike, qui propose du coup des cours de coaching en ligne, ou c'est ce que vous avez certainement tous vu, l'ouverture de pop-up stores et de boutiques autour du monde de Poudlard et d'Harry Potter, après les différents films, et ce que fait évidemment aussi Disney, mais aussi des marques de luxe qui s'y mettent, comme Yves Saint Laurent. Et je vous le disais, donc la partie retail storation est une vraie grande tendance. Il y a la possibilité d'acheter un café ou à manger dans de plus en plus des magasins que l'on a visités cette année. Parfois même, ça a presque tendance à remplacer le but initial de l'espace. C'est le cas du Santander Café. Donc Santander, c'est une banque. Et en fait, il propose ce café, un véritable espace de coworking aussi accessible. Finalement, le fait d'aller voir un conseiller bancaire, c'est quasi accessoire. C'est aussi ce qu'on retrouve dans le magasin Keith, qui a 2 enseignes dans New York, où on peut effectivement acheter, vous voyez, des menus, des glaces aussi. Alors on ne peut pas les consommer tout en cherchant à acheter, puisqu'il faut rester dans l'espace dévolu, mais en tout cas ça permet aussi d'enrichir l'expérience, de créer aussi toujours plus de partage sur les réseaux sociaux. Et puis au flagship Tiffany, ils ont ouvert ce café qui recrée vraiment l'esprit de Breakfast at Tiffany's et qui permet quelque part de faire revivre un petit peu la légende new-yorkaise. Et puis 6e et dernière tendance sur laquelle je passerai rapidement, c'est la partie communauté. On l'a déjà dit et évoqué, la partie communauté, c'est effectivement très important aujourd'hui pour les retailers, les e-commerçants, puisque ça permet, c'est un énorme levier d'achat pour les consommateurs. Quelques exemples qui sont intéressants, donc Line Friends, c'est la messagerie coréenne avec des emojis qui sont donc très spécifiques. Sur Times Square, il y a un magasin Line Friends qui a ouvert, donc bien sûr on peut acheter des produits aux effigies des personnages de la marque, mais en fait la plupart des gens ne font pas la queue à la caisse mais au photomaton où ils peuvent se prendre en photo avec les personnages de la messagerie passés en version réelle. Donc pareil, là on voit que l'essentiel c'est de faire participer une communauté, pas tellement d'acheter finalement. Et puis c'est aussi ce que fait Nike, je vous le disais, en mobilisant ses communautés autour du sport. Patagonia aussi, ils travaillent, alors eux, pas tellement autour du sport, mais plutôt autour des actions, autour de l'éco-responsabilité. Ce qui est intéressant, c'est qu'eux, ils impliquent les consommateurs, bien sûr, mais ils impliquent aussi leurs employés pour que vraiment tout le monde participe au programme Action Works. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Je remercie aussi Laura et Mathias du Hub Institute pour leur excellent travail sur ce rapport. C'est un extrait du rapport sur plus de 50 magasins que l'on a vu à New York, donc qui sera accessible aux membres du Hub Institute. Merci beaucoup.